Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un sujet en lien direct avec mon cœur d'expertise, qui est donc la Russie, plus précisément de la nouvelle stratégie de sécurité de la Fédération de Russie. Alors, le timing est assez opportun puisque elle a été mise à jour et republiée cet été, donc en juillet dernier. Et ce sont des textes qui sont revus, revisités, mis à jour tous les 4, 5, 6 ans en fonction du contexte international. Et la dernière mouture, enfin la précédente mouture, datait du décembre 2015. Donc, vous voyez qu'entre 2015 et 2021, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc la Russie a jugé nécessaire de mettre à jour ce document. Alors, ce document, moi, je vois ici, je vous ai apporté mon document de travail. Hein, c'est moi qui l'ai imprimé sur le site du Kremlin. Donc, c'est un document assez, je vais dire, banal, qui se présente sous une série d'articles. Il y a 5 principales parties et il y a 107 articles pour une petite quarantaine de pages. C'est un volume, je dirais, assez standard. Quand vous prenez des documents similaires comme la doctrine militaire de 2014, le concept de politique étrangère de 2016 ou ce qu'on appelle la doctrine navale de 2017 ou la doctrine nucléaire de 2019, elle est un peu plus courte. La doctrine nucléaire, elle fait 17-18 pages. Je crois que j'en ai proposé une analyse d'ailleurs. Bon, c'est donc un format finalement assez standard. Ça présente toujours cette forme-là de documents publié en juillet 2021, enfin validé, approuvé par le président de la Fédération de Russie, puisque c'est lui qui valide tous les textes. Mais l'intérêt de ce texte, si vous voulez, pourquoi le choisir lui, c'est parce que ce n'est pas une simple mise à jour qui a été proposée. C'est-à-dire que lorsqu'on compare les deux documents, je ne vais pas vous faire une petite comparative aujourd'hui, ce ne serait pas intéressant, mais je vous propose une synthèse, une analyse. On voit que c'est plus qu'une mise à jour. En fait, ils ont véritablement revisité tout le concept pour proposer un document qui me paraît assez neuf et qui intègre des choses qu'on ne voyait pas auparavant, qu'on ne lisait pas auparavant, en tout cas pas dans ce type de publication. Alors précisément, ce type de publication, quelle est sa valeur, qui l'a préparée? Elle est préparée par un organe qui s'appelle le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, dont le secrétaire général est Nikolai Patrouchev. Nikolai Patrouchev, qui est l'ancien patron des services de renseignement extérieur russes, le SVR, et qui est donc secrétaire général de ce Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, qui regroupe des fonctionnaires, des gens en tout cas qui ont, par leur background, leur expérience, à mon avis, une valeur ajoutée pour penser, réfléchir et produire de l'analyse sur les enjeux de sécurité auxquels est confrontée la Russie, et qui donc notamment produit ce genre de documents, mais qui n'a pas seulement une fonction exclusivement consultative, mais dans la mesure où Nikolai Patrouchev est quelqu'un qui est aussi un acteur de cette sécurité. Je vous dis qu'il était avant patron du SVR, mais il est aussi encore aujourd'hui quelqu'un qui sillonne les pays à travers le monde avec qui la Russie estime qu'il est nécessaire de nouer un dialogue de sécurité, notamment autour des questions de lutte contre le terrorisme. C'est un petit peu le monsieur sécurité, si vous voulez, de la Fédération de Russie. Il rencontre directement le président, Vladimir Poutine, et vous le voyez ces dernières années dans le Golfe Persique, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Nord, vous le voyez en Extrême-Orient, vous le voyez en Inde, en Chine. Donc c'est quelqu'un qui va rencontrer directement des très hauts responsables des pays avec qui la Russie juge qu'il est nécessaire d'entretenir un dialogue de très haut niveau sur les questions de sécurité. Ça peut être lutte antiterrorisme, mais pas seulement. Ça peut être coopération dans le renseignement, etc., etc. Donc à la fois organe consultatif, comme je le disais, mais de par là, je dirais, les activités de son secrétaire général, aussi quand même qui est acteur de cette sécurité au premier plan. Et aussi pour l'anecdote, pas forcément une anecdote d'ailleurs, vous retrouvez Dmitri Medvedev, comme vous savez, ancien président, ancien Premier ministre, puis ancien président de Russie entre 2008 et 2012, au poste de vice-président. C'est intéressant parce qu'il y a un poste qui est celui de vice-président de ce secrétariat, de ce conseil de sécurité. C'est qu'en Russie, les titres et les rangs comptent énormément. Ils sont très à cheval sur la question des rangs, des titres, etc. Il ne peut pas y avoir deux présidents en Russie, c'est pas possible, il n'y en a qu'un seul. Et donc lui, quand même, on ne peut plus le mettre vice-secrétaire général ou vice-secrétaire parce qu'il était quand même ancien président. Et donc je pense que par respect pour son parcours et ses fonctions précédentes, on l'a nommé vice-président. En fait, je vous dis qu'il n'y a pas deux présidents en Russie, mais c'est faux, puisqu'au Tatarstan, qui est une république autonome, il y a bien un président de la République du Tatarstan. Et donc, théoriquement, enfin techniquement, il y a bien deux présidents en Russie, mais le seul, on sait très bien de qui il s'agit. Donc, ce document, il a une vocation, je dirais, c'est un document de planification stratégique, si vous voulez. C'est-à-dire des grands principes assez généraux qui sont édictés,
de ce vers quoi la Russie devrait tendre pour assurer sa sécurité, hein, puisqu'on parle de stratégie de sécurité nationale, dans tout un tas de domaines que je vais vous présenter. Donc, c'est un petit peu l'état final souhaité. Comment est-ce que la Russie escompte atteindre ses objectifs? Alors, définir les objectifs, et puis pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis on énumère voilà, une série de mesures qui serait bon de prendre. Donc, c'est à la fois des principes très généraux, mais c'est donc un document qui a aussi, en théorie en tout cas, une valeur assez performative. Et qui s'adresse par conséquent à un public assez large qui sont à la fois, je dirais, les différents organes de l'État, ce qu'on peut imaginer, les ministères, les structures de force, donc l'armée, les services de renseignement, mais aussi, je dirais, les sujets de la fédération. Alors aussi, il y a 85 sujets, hein, puisque dans les différents défis que je vais vous présenter, il y a des défis évidemment économiques, des défis sociologiques, etc. Et donc chaque sujet de la fédération est confronté à différents niveaux, évidemment, à certains de ces défis. Donc, un document qui a une valeur, je le disais, de planification stratégique, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que les gens dans les ministères ne se lèvent pas et ne se couchent pas avec ce document entre les mains, ce n'est pas vrai. Mais disons que, comme je vous l'ai dit, c'est remis à jour tous les 6 ans. Ça permet d'offrir une photographie, je dirais, assez quand même précise et assez dense de comment on juge, comment on voit la situation, le contexte international aujourd'hui à Moscou. Compte tenu de ce contexte international, quelles sont les menaces à laquelle on estime faire face à Moscou, quels sont les dangers auxquels on estime être confronté à Moscou, et comment on va s'y prendre pour, je dirais, appréhender ces menaces, ces dangers, et puis pourquoi pas, de ces défis qui se posent à nous, finalement, retourner le contexte pour en faire des opportunités, pour faire un anglicisme. Par conséquent, si vous voulez, une fois de plus, c'est quelque chose qui reste assez général, mais qui est quand même, de par sa nature et les acteurs qu'il implique et ceux à qui il s'adresse, un document qui, à mon avis, il est bon de prendre en compte et auquel il est intéressant d'analyser, en tout cas proposer une analyse. Alors, je dis que les destinataires, évidemment, il y a des destinataires en Russie assez multiples, j'en ai évoqué quelques-uns. En dehors de la Russie, évidemment, il y a des destinataires indirects, hein, les institutions européennes, l'OTAN, les États-Unis, les experts aussi, dont je fais partie, qui vont évidemment, avec grand plaisir, lire ce document pour comprendre à quoi on a affaire et puis voir un petit peu les évolutions. Et une fois de plus, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un document qu'il faut sortir de son contexte et considérer, je dirais, en tant que tel. Une fois de plus, il appartient à un corpus de documents stratégiques. Je vous ai évoqué la doctrine militaire, la doctrine nucléaire, la doctrine maritime, le concept de politique étrangère, etc., qui a été remis à jour ce corpus-là, je dirais assez massivement dans le sillage de la crise ukrainienne. Donc après 2014, la Russie a complètement remis à jour, pour des raisons évidentes, ce corpus de documents stratégiques. Et là, donc, on est un peu sur une nouvelle vague, je dirais, de production. Alors après, il y a d'autres documents sur, par exemple, des sujets un peu plus ciblés, comme par exemple stratégie de développement de l'Arctique jusqu'à 2030. Vous avez des documents comme ça beaucoup plus épais. Ou des documents plus sectoriels, par exemple. Il y a un document sur la stratégie de modernisation des capacités de production navale, des chantiers navals, de l'industrie navale en Russie, par exemple, mais qui est souvent en lien avec, par exemple, le document lié à l'Arctique, puisqu'évidemment, il y a l'océan Arctique, il y a besoin de produire des brises-glaces, etc. Donc, si vous voulez, voilà, ils produisent quand même pas mal de documents comme ça. On peut se raccrocher aussi aux déclarations ou aux discours des officiels pour établir des parallèles entre ce qu'on a lu ici et puis ce qu'on entend ailleurs. Donc, récemment, il y avait la conférence annuelle du club de Valdaï à Sochi, où Vladimir Poutine est venu comme chaque année à la session plénière pour prononcer un discours et puis répondre aux questions des spécialistes. Alors, le Club de Valdaï, ça regroupe des spécialistes. Bon, c'est un grand think tank russe, si vous voulez, mais tous les ans, ils tiennent une grande messe à Sochi, dans laquelle ils invitent des experts russes et étrangers, mais de très haut niveau, hein. Ils viennent des États-Unis, d'Europe, du Japon, etc. Pendant 4 jours, ils ont des panels qui se succèdent, où ils débattent de grands sujets. Alors, ça, il y avait le cyber, il y avait le climat, évidemment, aussi. Il y avait le désordre international en général, puis ils viennent confronter un petit peu, voilà, leur point de vue. Et lors de la séance plénière, vous avez le président russe qui vient pour évidemment prononcer un discours et aussi répondre aux questions, être apostrophé par les experts qui viennent lui poser tout un tas de questions. Voilà. Donc c'est une occasion aussi de prendre le pouls un peu voilà, comment on voit les choses au Kremlin sur les grandes questions de politique internationale. Alors, toujours dans cette introduction assez générale pour vous présenter le document, le contexte dans lequel il a été produit, donc je vous ai dit 2015-2021, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu, durant ces 6 années, la dégradation des relations entre la Russie et la communauté euro-atlantique.
après la crise ukrainienne, notamment sous l'administration Trump avec accumulation de crises. Donc, évidemment, l'enlisement des relations sur le dossier ukrainien, les tensions qui se sont poursuivies autour de la Syrie, puisqu'il y a eu une intervention militaire russe à partir de septembre 2015 en Syrie. Les crises type Skripal, etc., tentatives d'empoisonnement, Navalny ensuite plus récemment, qui sont venues polluer un peu plus les relations entre la Russie et les Occidentaux. Et comme je l'ai dit, sous Trump, une accumulation de packs de sanctions pris contre la Russie. Alors au départ, c'était en lien avec la crise ukrainienne, hein, sous Obama. Puis sous Trump, en fait, ces sanctions ont commencé à avoir une autre logique, qui était celle d'abord de punir la Russie pour son ingérence supposée dans les élections américaines. Et puis ensuite, on a compris qu'au-delà de ça, l'Ukraine n'était plus vraiment le fond du sujet. Il y a ces sanctions un petit peu leur propre logique. Il y avait des sanctions qui tombaient un petit peu du jour au lendemain. Et au final, si elles ont quand même une logique économique, hein, de guerre économique. Hein. Quand vous voyez les secteurs ciblés, évidemment, on comprend que pour les Américains, il y a au-delà de la fonction politique et de fonction de punir les Russes pour les forfaits qu'on leur attribue, c'est aussi de verrouiller, de les entraver dans leur expansion économique, en tout cas dans la coopération économique avec des pays autour de secteurs où ils ont une certaine valeur ajoutée, où l'industrie russe a une certaine valeur ajoutée. Donc, succession de crises et au plan domestique, il y a aussi des évolutions, puisque je dirais que le contexte domestique en Russie, c'est lui aussi, de manière générale, plutôt tendu et dégradé avec le Covid, alors pour des raisons sanitaires et démographiques, ça je vais en parler. Mais là aussi, contexte qui s'est tendu avec la société qui est de plus en plus, j'allais dire, crispée, à une crispation assez généralisée, serrage de vis qui s'est poursuivi, qui avait commencé en 2012 avec le retour de Vladimir Poutine, mais qui s'est je dirais s'est fait encore plus précisé, c'est encore plus précisé après la crise ukrainienne. Et là, avec évidemment la confrontation qui s'est durcie entre la Russie et les Occidentaux, évidemment un serrage de vis qui s'est encore plus fait ressentir. Et on a vu ce qui s'est passé avec Navalny l'année dernière, notamment avec des manifestations qui ont été réprimées, lui qui a été revenu en Russie arrêté. Enfin, vous connaissez un petit peu tout le feuilleton. Donc, si vous voulez, un contexte qui s'est un peu tendu et le référendum qui est intervenu en fin juin de l'année dernière, 2020, sur réforme, donc sur je dirais, les modifications apportées à la Constitution russe de 1993, d'ailleurs, Constitution à la rédaction de laquelle des juristes français avaient participé à l'époque. Et donc, modification de cette constitution avec, si on l'a entendu en long, en large et en travers, la possibilité maintenant pour Vladimir Poutine de rester aux affaires s'il le souhaite jusqu'en 2036. C'est un peu ce qu'on en a retenu ici, parce qu'évidemment, c'est quand même assez édifiant, mais il y a eu d'autres mesures, d'autres choses qui ont été intégrées dans cette constitution, des grands principes, ce que je dirais les grands principes du poutinisme, hein, finalement, qui ont été gravés dans le marbre dans cette constitution, et que l'on va retrouver dans ce document, qui est produit donc 1 an plus tard, et donc qui fait écho, je dirais, à la fois donc, au contexte politique étrangère et international que je vous ai décrit, mais aussi à un contexte domestique, les deux étant évidemment intimement liés. Ça, vous l'imaginez bien. Donc, je vous ai dit 107 articles, 5 grandes parties dedans, sécurité de la Russie, développement domestique à travers, par exemple, la digitalisation, etc. Donc, il y a des sujets quand même assez précis. Mais la partie la plus volumineuse étant quand même la partie 4 qui traite de la sécurité nationale et de la mise en œuvre de cette sécurité nationale, comment s'y prendre, hein, c'est clairement la partie la plus dense. Alors, je vous ai dit pourquoi s'intéresser à lui. Je vais vous en proposer un décryptage, mais après, bon, il y aura une séance de questions-réponses, d'interaction, donc on pourra revenir sur ce document. Mais si vous avez des questions qui touchent plus généralement à la politique étrangère de la Russie, je les prendrai aussi bien volontiers. Donc d'abord, je vais vous expliquer à travers ce document, finalement, quelle est la perception de la menace qui est aujourd'hui celle à laquelle que l'on voit aujourd'hui vue de Moscou, comment les Russes déjà perçoivent l'environnement international, le contexte international, partant de là, quelles sont les menaces qu'ils identifient. Dans un deuxième temps, je vous montrerai quelle est la réaction, partant de ce constat, d'abord le constat, et ensuite quelle est la réaction, les mesures qui sont prises pour, vu de Moscou, je dirais, affronter ce contexte qui, vous l'imaginez, évidemment, est loin d'être considéré comme un contexte facile. Et je pense que je terminerai dans une troisième partie conclusive pour vous sur une note peut-être un petit peu plus positive, hein, dire qu'il y a quand même de la coopération qui reste possible, même si lorsqu'on lit le document, ce n'est pas évident de la trouver, mais il faut lire entre les lignes pour comprendre qu'en réalité, il y a potentiellement des portes qui sont entrouvertes, évidemment et heureusement. Alors, je vais tout d'abord vous dire comment les Russes aujourd'hui perçoivent le contexte international.
Et finalement, la Russie a tendance à se voir comme, en tout cas, à faire dresser le constat d'une menace qui est multivectorielle et j'allais dire multifacette, multidirectionnelle. Et donc, lorsqu'on lit ce document, on a l'impression qu'il y a quand même un sentiment de vulnérabilité assez fort qui ressort de la lecture de ce document, un sentiment de vulnérabilité assez fort exprimé par la vue de Moscou. Et vous savez, ça renvoie à une perception, j'allais dire, qui est structurelle dans la conception qu'ont les élites russes peut-être de leur environnement, qui est ce qu'on appelle le sentiment de forteresse assiégée. Je n'ai pas vraiment le temps de développer, mais vous prenez l'époque tsariste, vous prenez l'époque soviétique et vous prenez jusqu'à aujourd'hui, il y a une constante qui est assez forte, qui s'exprime avec plus ou moins de vigueur en fonction des époques, qui est celle de sentiment de forteresse assiégée. Alors ça peut paraître paradoxal, la Russie est un pays immense, un État-continent, mais on ne peut pas dire qu'ils se sentent à l'étroit, évidemment, ce n'est pas vraiment ça le sujet, mais cela dit, ils se sentent menacés, les élites politico-militaires ont tendance à voir une menace, une fois de plus, qui s'exprime d'à peu près de tous les fronts, de tous les flancs, et ce qui fait ressortir ce sentiment de forteresse assiégée. Alors, l'ordre mondial, vu de Moscou, est un ordre mondial qui traverse je dirais, une phase transitionnelle, en mutation. On passe de l'ordre mondial des années 90 et encore une bonne partie des années 2000 qui était dominé par une hyperpuissance américaine. L'expression d'hyperpuissance américaine vient d'Hubert Védrine. Vers un ordre mondial qui sera plus unipolaire, mais que les Russes souhaitent multipolaire, en tout cas polycentrique, comme ils le disent, mais qui n'est pas encore clairement établi, qui est encore en phase de rééquilibrage. Et alors ils sont tout à fait conscients qu'il y a aussi une nouvelle bipolarité qui est en train de se mettre en place entre les États-Unis et la Chine. Mais la Russie, elle, depuis, ça ne date pas de la crise ukrainienne, ça date en réalité de la fin des années 90, se prononce en faveur d'un ordre mondial multipolaire, donc avec différents pôles d'influence mondiaux, différents pôles de puissance mondiaux, des grands pôles comme les États-Unis, qui ont vocation à rester bien évidemment une très grande puissance, la Chine, mais aussi des pôles de puissance régionaux, l'Inde, le Moyen-Orient ayant aussi vocation, vu de Moscou, à incarner en soi aussi un pôle de puissance, mais il est complètement terrassé par des crises domestiques, des crises régionales à n'en plus finir, l'Union européenne aussi, mais évidemment, chaque pôle ayant ses atouts et ses faiblesses dans ce schéma-là. Mais cette période de transition se caractérise par des crises et des tensions régionales, locales, régionales, qui sont, du point de vue des Russes, très largement dues au fait que ce processus se traduit aussi, cette mutation se traduit aussi par un processus de désoccidentalisation des affaires du monde, c'est-à-dire que l'Occident, depuis les 20-30 dernières années, est en train de perdre le monopole qu'il avait depuis des siècles sur les affaires du monde. Et ce qu'il n'accepte pas, et qu'il tente donc de retenir cette hégémonie, et cette tentative de retenir ce leadership, cette hégémonie, évidemment, provoque des crises. Donc, tente de retenir son hégémonie comment? À travers la mise en place de sanctions, à travers des opérations militaires armées à travers le monde, en faisant, alors là je vous dis un petit peu tout ce qui est évoqué, hein. Donc pression sur différents pays ou différents acteurs à travers le monde, pression politique, pression économique, pression militaire, j'ai parlé des sanctions, le tout dans un but donc de retenir cette hégémonie qui est en train de s'éroder, de s'effilocher. Et donc, ça produit des tensions. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est ces articles 6 à 19 et encore article 95 donc dans le document. Donc, c'est un petit peu donc, en début de document où il dresse le constat de ce qui se passe, un petit peu la vision qu'ils ont aujourd'hui de ce désordre international. Et principalement, ces tensions génèrent des crises qui éclatent dans un arc qui s'étend de l'Afrique du Nord jusqu'à la péninsule coréenne, à travers le Moyen-Orient, l'Afghanistan, et l'Asie. Donc un croissant de crise, ce qui donc fait écho à ce que je vous disais auparavant sur l'aspect de forteresse assiégée, c'est-à-dire qu'il y a des crises qui éclatent sur le pourtour méridional et centra-asiatique de la Russie jusqu'au Moyen-Orient. Et pourquoi le Moyen-Orient ça compte? Parce que s'il y a des crises au Moyen-Orient, vu de Moscou, on estime qu'elles vont ensuite potentiellement déborder sur le flanc méridional russe, le Caucase du Sud, etc., qui structurellement sont des régions chrysogènes. Et donc, c'est pour ça qu'il est bon de se préoccuper aussi de ce qui se passe dans cette région-là du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord.
Donc voilà, un arc de crise dans lequel s'expriment ces tensions particulièrement, donc j'allais dire, qui tendent à absorber ces tensions-là. Et ce qui est un arc de crise, donc, donc Afrique du Nord jusqu'à la péninsule coréenne, qui est d'autant plus intéressant pour la Russie que ce sont les régions vers lesquelles, à partir de 2012, la diplomatie russe était incitée à se tourner. C'est-à-dire que quand Vladimir Poutine est revenu au Kremlin en 2012, vous vous souvenez, après l'échange, j'allais dire, avec Dmitri Medvedev, hein, donc Poutine était président jusqu'en 2007-2008. 2008, il devient Premier ministre de Dmitri Medvedev, qui devient président pour 4 ans. Et puis ensuite, Poutine revient au Kremlin et Medvedev repasse Premier ministre. Et pendant ces 4 ans, 2008 à 2012, Vladimir Poutine, semble-t-il, estime que le balancier était trop loin en faveur de la coopération avec les Occidentaux, au détriment de ce que lui estimait être les intérêts de la Russie, et que par conséquent, quand il revient au Kremlin, il donne pour instruction de réimpulser, je dirais, de rééquilibrer les relations extérieures de la Russie en faveur d'un arc de pays non occidentaux, dont la région que je vous décris, hein, donc Afrique du Nord, Moyen-Orient, l'Asie, l'Asie du Sud-Est, l'Extrême-Orient, Japon, etc., pour donc compenser ce déséquilibre. 2008-2012, c'est l'époque donc, où il y a donc, les Mistral, donc Sarkozy-Medvedev, vous savez, qui conclut le contrat sur les Mistral. Il y a quand même une autre, je dirais, clairement une autre dynamique dans les relations entre la Russie et les Occidentaux en général. Et évidemment, à partir de 2012, il y a une crispation. Alors, crispation, pourquoi? Parce que lui, quand il revient aux affaires en 2012, souvenez-vous du contexte, il revient alors qu'il y a des manifestations à Moscou, on conteste son élection, les gens contestent le résultat des législatives qui sont en termes de rendez-vous électoral à peu près concomitantes. Et il y a comme ça des dizaines de milliers de personnes qui manifestent à Moscou. Donc, et lui considère, à tort ou à raison, que tout ceci est fomenté par le département d'État américain, par Mme Clinton, et qu'il a donc échappé à une tentative de changement de régime. Ce qui fait qu'il va donc durcir son discours. Et puis donc, dès 2012, donc, une fois de plus, on est avant la crise ukrainienne. La crise ukrainienne va venir grandement catalyser déjà ces tensions entre la Russie et les États-Unis. C'est l'époque de Snowden aussi. C'est que la Russie a accueilli Snowden à cette époque-là, donc au début, donc en 2012, justement, 2011-2012, je ne sais plus très bien. Et je me souviens qu'à l'époque, quand moi j'étais à Harvard en 2013, on avait des séminaires avec des chercheurs américains. Alors, c'est aux États-Unis, ils mélangent toujours chercheurs, praticiens. Vous avez des gens du département d'État qui viennent, des ministères, des institutions internationales, des think tanks, des universités. Enfin, c'est très, 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 très dynamique. Et tous considéraient que Snowden était en gros un traître et que les Russes devaient l'extrader. Mais évidemment, les Russes ne sont pas extradés. Ils vivent toujours en Russie, ils vivent toujours à Moscou. Et ça faisait partie aussi des amertumes qui ont été conservées dès cette époque-là. Alors même qu'il y avait eu le reset quelques années auparavant, une fois de plus, alors que Medvedev était aux affaires. Bon, on sait que le reset, on sait ce qu'il a donné, hein, pas grand-chose. Mais le traité New Start qui avait été signé en 2011, donc tout ça, c'était durant cette parenthèse Medvedev. Bon, tout ça pour vous dire donc que la Russie estime qu'elle est particulièrement exposée et vulnérable face à cette instabilité générée par ce processus, je dirais, de transition de l'ordre international, qui aujourd'hui n'est pas fini, hein, donc on est plus dans un désordre international. Toujours dans le texte, donc, elle dresse le constat qu'elle fait l'objet d'une politique de contention, de tentative d'isolement, excusez-moi, de la part de la communauté euro-atlantique, enfin, de l'Occident, donc à travers les sanctions. Donc, récemment, il y avait une interview de Patrouchev dans un journal russe qui s'appelle Argumenty Fact, où il explique qu'il y a une politique de cordon sanitaire que l'Occident essaie de créer à l'égard de la Russie, de l'isoler. Elle se fait fort de rappeler qu'elle n'est pas isolée, que depuis la crise ukrainienne, si jamais les Occidentaux la boudent, qu'elle boude aussi les Occidentaux, il n'empêche que les dignitaires et responsables chefs d'État du Moyen-Orient, d'Afrique et autres se pressent au Kremlin pour rencontrer Poutine. Donc en réalité, c'est une question c'est un trompe-l'œil. Elle continue de dresser le constat, de déplorer et de critiquer comment dirais-je, l'élargissement des infrastructures militaires de l'OTAN en direction de ses frontières. Donc là, on parle surtout de tout ce qui a été fait après 2014 avec l'instauration de bataillons dans les pays baltes. Donc ça, c'est
la politique alors, je crois que c'est un enhanced réassurance, je ne sais plus trop quoi, enfin, qu'ils ont fait, bref, une politique de réassurance de l'OTAN vis-à-vis de ses partenaires, des membres des pays de l'Europe orientale, donc principalement les pays baltes. Il y a aussi des choses qui sont faites en Roumanie, mais à une échelle beaucoup plus modeste, et les Russes font bien la différence entre ce qui se passe dans les pays baltes avec les bataillons donc dans les 3 pays baltes, mais aussi également en Pologne. Et ce qui se passe en mer Noire avec en Roumanie des infrastructures dans le cadre de cette politique de réassurance qui existent, mais qui sont moins, en tout cas considérées comme étant un peu moins menaçantes. Elles procèdent d'une posture considérée comme menaçante et clairement hostile à l'égard de la Russie, mais ensuite, quand on regarde au niveau capacitaire, ce sont des choses qui sont un peu moins peut-être pressantes que ce qui se passe dans les pays baltes. Donc ça, évidemment, c'est déploré, mais ça vient dans le sillage de critiques qui ont été régulièrement formulées depuis les années 2000 avec l'intégration de nouveaux membres de l'ancien pacte de Varsovie dans l'OTAN. Et même si les premières vagues ont été faites en réalité avec l'accord tacite de la Russie, dans les années 90, la Russie dans un état de faiblesse généralisé, il y a quand même un dialogue qui se noue entre la Russie et l'OTAN. Vous savez qu'il y a l'acte fondateur Russie-OTAN qui est d'abord signé en 96-97, puis le Conseil Russie-OTAN, je vais en parler après, qui arrive en 2002. Mais ceci est considéré à Moscou comme étant un petit peu une compensation pour accepter l'intégration des anciens pays de l'URSS dans les rangs de l'Alliance. Tant et si bien que ensuite, par contre, vous avez toujours les critiques qui reviennent sur les révolutions de couleur, hein, vous savez, donc 2003, 2004, etc., Ukraine, Géorgie, et qui sont considérées comme ayant été largement fomentées depuis l'extérieur par l'intermédiaire d'ONG sur place, tout ceci étant financé par des généreux donateurs extérieurs largement américains. Enfin, bon, on retrouve tout ça, hein, ces choses que l'on connaît assez bien, qui sont reprises, qui constituent un petit peu, je dirais, le socle de critique à l'égard de l'Occident. Mais il y a également des vulnérabilités domestiques intérieures, je dirais, qui sont identifiées dans ce document. Les Russes sont tout à fait lucides là-dessus. En termes de disparité de développement entre les régions russes, qui sont colossales, des disparités de peuplement. Alors, disparité de développement, bon, pour que vous touchiez un peu du doigt, vous savez qu'il y a en gros, on pourrait dire qu'il y a, si je voulais paraphraser quelque chose qui est connu ici, on dirait qu'il y a Moscou et puis le désert russe. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, comme vous l'imaginez bien, mais il faut bien comprendre que quand vous prenez la ville de Moscou, qui est un sujet fédéral, et la région de Moscou, ce sont déjà 2 sujets de la fédération qui, à eux seuls, génèrent 25% du PIB de la Russie. Déjà, là, vous avez une première idée un petit peu en termes de disparité de richesse. Cela dit, il y a des sujets de la fédération qui sont des sujets, pour penser par exemple à la région de Tyumen en Sibérie, qui sont très riches, peu peuplés, mais très riches. Pourquoi? Parce qu'il y a du gaz et du pétrole, et par conséquent, le PIB par habitant reste quand même assez conséquent. Vous avez j'ai parlé de Tatarstan tout à l'heure, c'est aussi une république qui est très riche, qui ont du pétrole aussi, hein, avec leur propre holding pétrolière qui s'appelle Tatneft. Mais vous avez à côté de ça, évidemment, des régions qui sont dans des situations économiques et sociales très tendues. Souvent, les sujets du Caucase, pour le Daghestan, par exemple, il n'y a pas spécialement de richesse naturelle. Il y a des tensions, il y a donc de la pauvreté. Il y a des problèmes démographiques. Ça, on a tous entendu parler. Alors, je ne parle même pas, sans arriver encore au Covid, mais de disparités de peuplement et des dynamiques de dépeuplement des régions éloignées. Par exemple, évidemment, le Grand Nord, la façade arctique, mais aussi l'Extrême-Orient. Vous avez des régions comme le Kamchatka ou la région de Magadan qui, depuis l'effondrement de l'URSS, ont perdu jusqu'à 40-60% de leur population. C'est des gens qui ont une désertification, en quelque sorte. Alors évidemment, c'est des régions où le climat est très rude, où les infrastructures ne sont pas toujours au point, où les gens prétendent quand même vivre dans un endroit où vous avez des hôpitaux, etc., mais où les infrastructures ne sont pas toujours satisfaisantes, les services sociaux ne sont pas toujours satisfaisants. Le gouvernement, à la fois régional, mais aussi fédéral, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est dans une structure fédérale, hein. Ils travaillent, mais ça n'arrive pas pour l'instant à endiguer, je dirais, ce phénomène de dépeuplement. Et chaque année, on voit je dirais, en termes de migration interne, un solde négatif pour ces régions qui ont tendance à se dépeupler, puisque les gens préfèrent partir là, peut-être où il fait un petit peu moins froid, où le climat est un peu moins rude, mais là aussi, peut-être il y a plus de travail. Et surtout, souvent, surtout pour la jeunesse, l'horizon, c'est d'abord d'aller à Moscou, parce que c'est à Moscou où on peut très, très vite gagner très bien sa vie, si on est diplômé, qu'on est dégourdi, qu'on est entrepreneur.
Donc Moscou, je dirais, comme premier horizon, et malheureusement aussi pour une partie de la jeunesse, l'horizon, c'est de quitter la Russie, c'est de partir en Europe, partir en Amérique du Nord, aller faire ses études à l'étranger. Pourquoi pas y rester si on peut? Certains reviennent en Russie avec des idées, avec des concepts, parce qu'ils estiment que c'est peut-être plus facile de les développer en Russie. D'autres estiment qu'au contraire, non, en Russie, on ne peut rien faire. Vous avez beaucoup d'idées comme ça, d'idées chez les jeunes Russes. Donc, il y a ce phénomène-là qui est quand même assez inquiétant, puisque disparité de dépeuplement, les premiers employeurs dans ces régions-là, sans surprise, hein, vous avez d'abord tout ce qui est le complexe oil and gas, puisque ce sont des régions qui sont très riches dans leur sous-sol en ressources naturelles en général, mais en pétrole et en gaz en particulier. Et donc, vous avez tout ce qu'on peut imaginer, hein, donc des sites d'extraction, des sites des raffineries, des choses comme ça, pour charger les tankers, pour les sites de liquéfaction pour le LNG, etc. Donc, tout ça, évidemment, ça génère de l'emploi. C'est de l'emploi souvent avec un assez haut niveau de salaire, hein. Et donc, ça génère des espèces de villes qui peuvent pousser là pour des grands projets gaziers dans des régions complètement reculées où souvent on peut les atteindre uniquement en hélicoptère ou en bateau, mais par la route, c'est tout à fait inenvisageable parce qu'on est vraiment dans des contrées extrêmement, extrêmement éloignées dans le Grand Nord. Le deuxième, je dirais, employeur, enfin, pas par ordre de priorité, mais je dirais le principal employeur, c'est évidemment l'armée. Ce sont des régions aussi qui sont historiquement militarisées, qui ont été démilitarisées après 91, mais là qui se remilitarisent, surtout pour l'Arctique, puisqu'il y a une volonté de la Russie de marquer ça, je dirais, sa souveraineté sur les régions arctiques, hein. Et donc, ça passe évidemment par une remilitarisation de ces zones avec des bases qu'on réouvre. Alors, ça va de choses très très modestes à des choses beaucoup plus, je dirais, compliquées, complexes. Mais évidemment, là, vous avez donc les militaires avec leurs familles, les logements pour les familles, etc. Mais bon, tout ça, au final, si vous voulez, ça permet d'attirer un petit peu de main-d'œuvre, un peu d'emploi, mais c'est pas forcément suffisant pour compenser les grandes tendances de fond pour ce dépeuplement de ces régions-là. La question des revenus de la population, je ne rentre pas dans le détail, je vous ai expliqué Moscou et sa région, je vous donner un exemple. La question de la natalité aussi, défi démographique. Alors, ça, évidemment, c'était un problème dans les années 90 et 2000 avec l'effondrement du niveau de vie. Ça a été partiellement enrayé, en tout cas atténué à partir de la fin des années 2000, puisque vous savez que la Russie a connu en moyenne au cours des années 2000 une moyenne de 7% de croissance annuelle. Donc évidemment, le niveau de vie s'est considérablement amélioré. Les gens ont commencé à refaire des enfants, il y avait du travail, etc. Ça allait beaucoup mieux, incomparablement mieux par rapport aux années 90. Mais ça a été enrayé grâce à des mesures. Alors, il y a ce qu'on appelle le capital maternel. Concrètement, au départ, lorsque un couple avait un premier enfant, touchait pas d'argent, c'est son deuxième enfant qui touchait une jolie somme d'argent, qui ne pouvait pas faire n'importe quoi, que cette somme d'argent a été mise sur un compte qui était bloqué, et cet argent a été réservé à l'éducation de l'enfant, donc tout ce qui peut être les frais de scolarité, acheter un appartement qui sera au nom de l'enfant, etc. Et suivant les régions, ça pouvait, une fois de plus, parce qu'il y a une différence en termes de niveau de vie entre les régions, c'était des sommes qui étaient assez considérables. Ça a été élargi, ce dispositif, au premier enfant, au deuxième et maintenant au troisième, pour inciter les gens, les couples, à évidemment faire des enfants pour enrayer ce défi, alors, cette érosion de la démographie. Alors, en Russie, aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 145 et 147 millions d'habitants. Il y a un recensement en ce moment qui est réalisé en Russie, qui va être relancé en 2020. Avec le Covid, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont lancé là en 15 octobre dernier, si je ne me trompe pas. Et on connaîtra les résultats en avril prochain. Il y a plusieurs énigmes. Alors évidemment, il y a l'impact de la pandémie. Bon, on sait que c'est à peu près établi que c'est une catastrophe démographique. Mais il y a aussi tout l'arrivée des réfugiés, des Ukrainiens en Russie, des Ukrainiens du Donbass, mais pas seulement. On estime qu'il y a probablement 2 à 3 millions d'Ukrainiens qui sont installés en Russie à cause de la guerre dans le Donbass, mais pas seulement, parce qu'ils ont voulu fuir l'Ukraine pour un tas de raisons. Et aussi connaître la réalité de la présence des travailleurs d'Asie centrale, ceux qui s'installent, qui restent, etc., puisqu'il y a un énorme flux migratoire entre l'Asie centrale et la Russie, et Moscou, mais pas seulement. Ce sont des gens qui occupent des emplois très peu payés, qui sont des emplois sous-qualifiés, des emplois que les Russes ne veulent pas forcément occuper, et donc qui leur sont réservés en quelque sorte. Donc un défi démographique. Alors bon, le Covid, je peux donner quelques éléments. Bon, c'est une véritable catastrophe dans la mesure où on estime qu'il y a une surmortalité par rapport à 2020, en tout cas sur les 18 premiers mois, on va dire, de la pandémie par rapport
aux 18 mois après ces 10 premiers mois de 2019, une surmortalité de l'ordre de 18 à 19%, ce qui est énorme. Ce qui représente environ 700 000 morts supplémentaires à cause, alors ça c'est les statistiques officielles, hein, c'est Eurostat, évidemment largement imputable à la pandémie. Les chiffres quotidiens ne sont pas forcément révélateurs parce qu'ils sont évidemment sous-estimés. Aujourd'hui, on est sur 40 000 cas quotidiens, dans le cas d'une nouvelle vague en Russie. 40 000 cas quotidiens, il y a environ 1100 morts tous les jours. En réalité, pour les décès, on pense que c'est 2 à 3 fois supplémentaire, puisque eux comptabilisent un décès Covid quand on estime que c'est de Covid exclusif. Mais en réalité, vous imaginez qu'il y a des comorbidités, etc. Ce qui fait qu'on pense qu'en réalité, c'est 2 à 3 fois supplémentaire. Donc en réalité, c'est vraiment une catastrophe démographique, hein, ce qui est en train de se passer. La raison, c'est évidemment que les gens ne se vaccinent pas. Un taux de vaccination en Russie de l'ordre de 30 à 32%. En France, je crois qu'on est pas loin de 70% aujourd'hui. Parce que les Russes sont sceptiques, alors qu'il y a 4 vaccins nationaux. La Sputnik, que tout le monde connaît, hein, mais il y a 3 autres vaccins nationaux qui sont considérés comme étant plus ou moins fiables. Le Sputnik est clairement considéré comme étant fiable. N'empêche que les gens ne se vaccinent pas. Alors ça, après, pour faire une étude, je ne sais pas pour comprendre pourquoi, mais il y a de la méfiance, du scepticisme, et évidemment l'attitude des pouvoirs publics qui au départ étaient très très aussi sceptiques et assez, je dirais, dénigrer un petit peu la pandémie, dire que c'était une grosse grippe, que ça allait passer, qu'il fallait un petit peu serrer les dents quelque temps, et puis on n'en parlerait plus. Mais évidemment, ça n'a pas aidé. Mais malgré tout, malgré je dirais, ces morts autour, enfin tout le monde connaît quelqu'un qui est décédé dans son entourage, plus ou moins proche, les gens rechignent à aller se vacciner, alors que les doses, en tout cas pour la Russie, les doses sont là. Si vous voulez vous vacciner, vous allez au coin de la rue, pratiquement, vous avez des booths, des tentes, et vous pouvez recevoir une dose gratuitement, sans aucun problème. En tout cas, sur Moscou, c'est évident. En région, les doses arrivent parfois, c'est un petit peu plus poussif, mais une fois encore, si on veut, on peut se faire vacciner, me semble-t-il. Donc ça, voilà, c'est quelques éléments sur les aspects démographiques. Bon, bref, il y a tout un cas de défis qui sont énumérés. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on intègre aussi dans ce document les défis écologiques. Alors avant, l'écologie, c'était vraiment la 8e roue du carrosse. C'était vraiment pas le fond du problème, j'allais dire. Là, il y a eu une prise de conscience. On a même dépassé le stade de la prise de conscience en réalité. La prise de conscience, pour moi, elle est intervenue à la fin de la précédente décennie, deuxième moitié des années 2010. Et une fois de plus, elle est arrivée, comme souvent en Russie, parce que ça faisait du désordre, les questions écologiques. Vous aviez d'abord des questions très j'allais dire, élémentaires, très basiques, hein, des polygones de déchets qui sont mal gérés avec tout ce que ça génère comme problème pour les riverains, donc les gens qui allaient manifester, pour dire qu'on ferme un polygone ou qu'on crée une usine de déchets qui tienne la route, etc., dans des régions, la région de Moscou, à Arkhangelsk, vous avez eu pendant des semaines et des semaines, donc dans le grand nord de la Russie, des gens qui venaient manifester parce qu'on allait leur amener les ordures de la région de Moscou sur un polygone chez eux, donc à des centaines et des centaines de kilomètres de Moscou. Ils ne voulaient pas des poubelles des moscovites, donc ils ont fait des manifestations pendant des semaines. Et évidemment, en Russie, une manifestation, ça fait des ordres, c'est juste qu'on ne veut pas voir. Et donc, on a commencé à se préoccuper de la source de ces désordres, qui est donc des problèmes d'écologie assez élémentaires de la vie de tous les jours. Il y a eu encore d'autres exemples assez dramatiques, comme les fuites de pétrole dans les fleuves en Sibérie, ou les fuites de diesel dans les fleuves en Sibérie. Alors évidemment, à la fois pour la réputation du pays, mais aussi pour le fait que ça allait compromettre la viabilité de certains projets ou simplement évidemment de l'écosystème sur l'Arctique, alors que l'Arctique est une région qui est présentée comme étant prioritaire, comme étant une ressource potentiellement pour de la croissance, etc. Évidemment, tout ceci, ça ne va pas. Ça fait des ordres, il y a des gouverneurs qui ont été mis à pied, des sociétés pétrolières qui ont été contraintes de payer des amendes colossales pour dédommager, pour les dommages causés par ces fuites-là. Ce qui fait que moi, je pense qu'il y a une prise de conscience plutôt par le bas, j'allais dire, de ces défis écologiques. Et puisque lorsqu'on écoute les déclarations de Vladimir Poutine sur le réchauffement climatique, depuis les 10-12 dernières années, c'est plutôt un peu condescendant. Hein. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, c'est très bien. Nous, en Russie, de toute façon, on attend de voir venir. Chez nous, il fait très froid l'hiver. S'il y a quelques degrés de plus, voilà, il y a une tendance un peu à le prendre à la boutade. En réalité, on a vu qu'avec la fonte du permafrost, etc., c'était pas seulement quelque chose de prosaïque, mais c'était assez concret. D'une part, et d'autre part, toujours finalement dans l'aspect des contraintes qui vous amènent à réfléchir qu'il faut prendre des mesures, c'est évidemment ce que les Européens mettent en place en termes de mécanismes de décarbonisation aux frontières de l'Union européenne, avec ce que ça va générer comme surcoût pour les pétroliers et les gaziers russes, si dès aujourd'hui ils ne prennent pas le problème à bras-le-corps et ne commencent pas à intégrer, j'allais dire, ce paramètre-là. Et je crois qu'ils ont considéré que ça va leur coûter plusieurs milliards de dollars par an
à l'échelle de la décennie à venir, hein, si dès aujourd'hui, il n'intègre pas ces paramètres de carbone, de décarbonisation, de verdir, hein, c'est tout ce qu'on dit de ce secteur-là, j'allais dire. Plus évidemment le fait que la Russie essaye de ne plus être seulement une puissance exportatrice de pétrole et de gaz, de se reposer sur la rente pétro-gazière, essaie de diversifier ses exportations. Ça aussi, c'est intégré hein, dans ce document, qu'on ne peut pas seulement se contenter d'exporter du pétrole et du gaz. Il y a aussi le complexe agroalimentaire, agro-céréalier, qui est une vraie puissance, j'allais dire, plus les hautes technologies, enfin, donc des défis qui sont identifiés pour expliquer que voilà, il y a des menaces ou des défis en tout cas internes à la stabilité, à la sécurité. Il y a évidemment d'autres, j'allais dire, une faille qui a clairement été identifiée, en tout cas un élément de vulnérabilité qui a clairement été identifié, qui est aussi la jeunesse russe. C'est-à-dire que dans ce document, on estime que la jeunesse est l'objet d'opérations subversives hein, menées par l'extérieur, pour essayer de la monter contre les élites, Navalny en étant un exemple, qu'elle est, j'allais dire, exposée à de la désinformation, qu'elle est exposée à des influences extérieures qui tentent j'allais dire, de noyauter la société russe pour faire exploser, etc. Donc, toujours une vision comme ça, très, très menaçante, mais le facteur de vulnérabilité, c'est la jeunesse, et par conséquent, il faut aussi entreprendre un certain nombre de mesures, un certain nombre d'initiatives pour faire en sorte qu'elle la soustraire à ces influences qualifiées d'actions destructrices hein, dans le texte extérieures. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les manifestations qui étaient organisées à l'appel de Navalny l'année dernière, on retrouvait souvent des jeunes dans la rue, parce que aujourd'hui, dans le discours politique, ils estiment être un peu laissés pour compte. En tout cas, ils ne se retrouvent pas dans le discours politique. En France, on parle d'offres politiques, hein, vous savez, c'est le terme consacré. Ils ne trouvent pas forcément leur compte. Et en tout cas, je dirais, le discours aujourd'hui politique en Russie, me semble-t-il, laisse un petit peu de côté, effectivement, la jeunesse. Ça s'adresse beaucoup, peut-être, au cœur électoral de Vladimir Poutine, qui sont plutôt les retraités, quadragénaires, quinquagénaires, et autres. Mais c'est vrai que les jeunes ne se retrouvent pas forcément dans le message qu'ils diffusent. Et c'est vrai que Navalny s'est chargé d'occuper ce créneau-là à travers tout un tas d'initiatives, de chaînes YouTube, etc., pour voilà, essayer peut-être de récupérer. Mais ça, évidemment, ça n'a pas fonctionné puisque son mouvement, j'allais dire, en tout cas, sa fondation a été totalement écrasée fiscalement, politiquement et même dissoute, hein, en quelque sorte, et lui a été enfermé. Si jamais il y a cette perception de la vulnérabilité domestique, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie est un État multiconfessionnel, multiethnique. Il y a plus de 200 nationalités qui existent en Russie. C'est un pays immense. Et donc, lorsqu'on est évidemment dans la logique à la fois de conserver l'intégrité territoriale et une cohésion à ce territoire immense avec toutes ces populations très, très diverses, évidemment, c'est à la fois une richesse, mais ça peut être aussi considéré comme un élément de vulnérabilité, puisque face aux tensions que j'ai évoquées avant, sociales, économiques, sanitaires, etc., il peut y avoir du mécontentement qui vient déjà se rajouter sur des tensions historiques entre telle et telle ethnie dans telle partie de la fédération. Et donc, ceci est considéré comme étant potentiellement propice pour tout acteur extérieur, concurrent ou adversaire de la Russie, de jouer sur ces tensions domestiques pour cette logique de confrontation, affaiblir le pays. Ça, c'est clairement quelque chose qui est considéré, qui est aussi structurel. Alors, fort de ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le deuxième point que je veux vous présenter. Quelles sont les mesures à prendre? Et là, quand on lit ce texte, on est clairement face à ce que j'ai appelé, pour mon présentation aujourd'hui, un hymne à la souveraineté. C'est véritablement, vous savez que le maître mot de la politique de Vladimir Poutine depuis le premier jour où il est au Kremlin, c'est, si vous voulez comprendre une grande partie de son projet pour son pays, c'est la souveraineté. Je sais que depuis qu'il est revenu au Kremlin, donc en 2000, depuis qu'il est arrivé au Kremlin en 2000, vous savez que son projet, c'est redonner à la Russie son rang de première puissance, de grande puissance. Donc, la notion de puissance est, j'allais dire, consubstantielle, enfin, vraiment fondatrice avec sa vision. Et ceci passe, de son point de vue, par être un État souverain. Alors, la notion de souveraineté n'a aujourd'hui plus la même signification quand on est à Moscou, à Paris ou à Berlin ou que sais-je. Évidemment, ce n'est pas du tout la même fondation. Là, il en parle dans les questions dès le début du texte, dans l'article 5, le premier paragraphe, de la souveraineté, indépendance
Et intégrité territoriale, c'est véritablement voilà, le socle sur lequel on va bâtir. Le document rappelle que la Russie a prouvé sa capacité à résister aux pressions diplomatiques, politiques et économiques exercées depuis l'extérieur sur elle, principalement par la communauté euro-atlantique. Par conséquent, elle a déjà fait cette démonstration-là, qu'elle est capable de s'opposer à ces pressions politiques. Et afin de faire valoir cette souveraineté, il y a tout un certain nombre d'attributs, de puissance et d'atouts dont elle dispose qui sont énumérés dans le texte, alors soit clairement explicités, soit qu'on comprend en lisant entre les lignes. Bon, vous les connaissez, hein. Il y a le fait que la Russie aujourd'hui est une puissance nucléaire, évidemment, qu'elle a le premier arsenal nucléaire avec les États-Unis, la quasi-parité avec les États-Unis. Elle est une puissance au Conseil de sécurité des Nations Unies qui a un droit de veto. C'est quelque chose qui est aussi très cher aux Russes. D'ailleurs, les Français en savent quelque chose avec ce qui s'est passé sur la Syrie depuis quelques années. Évidemment, les ressources naturelles, ça j'en l'ai déjà évoqué, mais elles sont évidemment rappelées, avec le défi que ça pose, pas devenir uniquement une puissance exportatrice de matières brutes, importer de la matière transformée, des produits transformés, mais aussi être une puissance qui est capable de transformer cette matière brute pour exporter, puissance exportatrice. Donc ce sont des choses. Alors la question de la dissuasion nucléaire évidemment est rappelée dans le texte, même si c'est pas forcément le texte à consulter si vous voulez savoir comment les Russes envisagent la dissuasion nucléaire stratégique en général, mais elle est évidemment évoquée. Le texte explicitant clairement qu'elle doit être maintenue à un niveau suffisant. Hein, donc, il n'y a pas forcément ce qui peut contraster avec ce que vous pouvez entendre ou lire sur ce qu'on appelle les nouvelles armes de Vladimir Poutine. Hein, vous savez, donc les missiles hypersoniques, les missiles supersoniques, tous les programmes qu'ils ont lancés ou relancés depuis maintenant quelques années en matière d'armes stratégiques. Alors là, il est question de la dissuasion stratégique nucléaire, donc ce que nous, finalement, on a aussi en France, qu'il y a aux États-Unis, etc. Mais il faut savoir qu'en Russie, vous avez aussi de la dissuasion stratégique non nucléaire. Ça, c'est énuméré dans la doctrine militaire de 2014. Et vous avez ensuite des armes nucléaires non stratégiques. Alors, je sais que ça peut être un petit peu confus, mais il faut bien comprendre qu'il y a les trois, ce qu'on n'a pas forcément en France, ce qu'il n'y a pas non plus forcément aux États-Unis. Mais les Russes ont tenu à avoir véritablement une palette très très large en matière. Là, on est sur une matière capacitaire, hein, en conservant évidemment l'atome, la dissuasion stratégique, qui dans les années 90, dans les pires moments où l'État était affaibli, était finalement l'ultime recours en cas de danger sur les intérêts considérés comme vitaux pour projeter la souveraineté. Mais depuis, il y a eu, j'allais dire, une expansion de l'arsenal et dans une logique évidemment de modernisation et puis de rééquipement, hein, après 2 décennies quasiment de sous-financement. Et donc, vous avez cette dissuasion stratégique non nucléaire qui, en fait, tout simplement, qui repose sur les armes, les missiles de croisière à longue portée. Hein. On a tous entendu parler du missile Calibre que les Russes ont utilisé en Syrie pour réaliser des frappes à longue portée, à plus de 2000 km parfois, mais évidemment pas des frappes nucléaires, c'est des frappes conventionnelles. C'est l'équivalent, si vous voulez, ce que les Américains ont avec le Tomahawk, pour faire une analogie, si vous voulez. Et donc ça rentre dans cette logique de dissuasion stratégique non nucléaire, parce que le fait de disposer d'unités déployées en Méditerranée ou que sais-je ailleurs, équipées de ces missiles avec tout un groupe d'accompagnement, une task force, etc., évidemment, ça vient introduire je dirais, dans un rapport de force, ça peut évidemment faire évoluer les choses. En tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte, et les Russes ont créé cette notion de groupe de frappe, notamment au niveau de la flotte, avec ces missiles conventionnels longue portée, qui ont pour but, le cas échéant, dans les crises régionales, d'être déployés à proximité de ces foyers de crise pour faire valoir ce que la Russie estime être ses intérêts ou venir crédibiliser sa position diplomatique. Et après, vous avez les armes nucléaires non stratégiques, ça c'est ce qu'on appelle les armes nucléaires tactiques ou les armes nucléaires de théâtre. C'est des choses qui existaient aussi en France pendant la guerre froide, avec notamment les obusiers, l'artillerie nucléaire. Les Américains en avaient aussi, mais simplement après 91, grosso modo, en Occident, on estimait que c'était un petit peu désuet, que c'était plus forcément quelque chose dont on aurait besoin. L'Union soviétique avait disparu, les nuées de chars qui devaient déferler jusqu'en Normandie ont disparu aussi, etc. Donc finalement, maintenant, les défis sont ailleurs, c'est des choses qui coûtent horriblement cher, qui sont longues à démanteler, etc., etc. Donc on a arrêté d'en produire, mais les Russes ont conservé leur stock, et non seulement ils ont conservé, mais ils ont recommencé à reproduire, à perfectionner ce type d'armement. Et aujourd'hui, ils en possèdent bien plus que les Américains. Et je crois que les Américains en ont
300 en gros de mémoire. Là, je me base sur le bulletin of Atomic Scientists, qui est une très bonne publication pour tout ce qui est le suivi, le monitoring des armements nucléaires, et les Russes doivent en avoir 3, 4 fois plus, si ce n'est pas encore plus. Et donc, ce sont des armes que vous employez pour évidemment avoir une puissance de feu très importante, mais dans une logique d'emploi sur des théâtres pour détruire des concentrations de troupes, détruire des porte-avions en mer, détruire des bases, etc. Bon, tout ceci, hein, là, je vous extrapole un peu ce qui est dans le texte, ils ne vont pas à ce niveau-là de précision, mais c'est pour vous dire qu'évidemment, c'est pris en compte pour faire, évidemment, préserver, sauvegarder la souveraineté politique du pays, mais ce qui n'empêche pas que cette souveraineté politique, elle a un coût, et cette posture, j'allais dire, intransigeante, en tout cas très inflexible de la Russie, c'est le fait qu'aujourd'hui, la Russie est dans une forme de solitude stratégique. Et ça, c'est une solitude stratégique qui est assumée, puisque la Russie n'appartient à aucune coalition militaire ou d'équivalent de l'OTAN, par exemple, elle n'appartient pas à une alliance militaire contraignante du type de celle de l'Alliance Atlantique. Elle est dans l'organisation de traités de sécurité collective, évidemment avec des républiques d'Asie centrale, avec l'Arménie, la Biélorussie, mais vous avez bien vu que pendant la guerre du Haut-Karabakh, l'an dernier, par exemple, alors que les Arméniens sont membres de cette organisation qui a quand même une vocation sécuritaire, mais la Russie n'est pas intervenue, alors que les Arméniens lui demandent d'intervenir à ses côtés pour la sauver du fiasco militaire auquel elle a fait face. Mais la position de la Russie était très claire, c'est de dire nous, on ne reconnaît pas l'appartenance du Haut-Karabakh à l'Arménie, donc tant que les combats se déroulent sur ce plateau contesté, on ne va pas intervenir. Par contre, si les combats venaient à évoluer sur le territoire arménien que nous, on reconnaît comme étant arménien, là, évidemment, ça enclenchera un mécanisme de solidarité, etc. etc. Mais il n'y a pas l'automaticité de ce fameux article 5 de la Charte de l'Atlantique. Et évidemment, ce qui a amené un certain nombre d'interrogations au sein des pays de l'OTSC, c'est savoir mais que valaient finalement les garanties de sécurité offertes par la Russie à ses alliés, puisque dans une crise comme le Karabakh, face à l'Azerbaïdjan qui était bruyamment appuyé par la Turquie politiquement, militairement, mais aussi par les Israéliens militairement, les Russes n'ont finalement pas bougé. Ils ont bougé au dernier moment pour à parvenir à un accord de cessez-le-feu. C'est clairement un accord de cessez-le-feu, ce n'est pas un accord de paix, hein, c'est un accord de cessez-le-feu. Et là, oui, ils ont une puissance diplomatique, une surface diplomatique qui leur permet assez rapidement, puisqu'ils ont de très bonnes relations avec les deux pays, hein, aussi bien l'Azerbaïdjan que l'Arménie, de parvenir assez rapidement à un accord de cessez-le-feu qui, jusqu'à aujourd'hui, semble fonctionner. Petite parenthèse, demain soir sur Zoom, je participerai à une conférence en ligne avec des collègues canadiens du Collège militaire royal du Canada pour parler justement du Caucase du Sud, la géopolitique du Caucase du Sud. Il y a 2 panels. Le premier dans lequel je parlerai, qui sera en français, alors moi je parlerai sur la relation entre l'Azerbaïdjan et Israël dans le cadre de ce conflit-là. Et vous aurez un deuxième panel ensuite en anglais, Québec hein, évidemment, qui sera sur un autre aspect, mais le focus c'est le Caucase du Sud. Donc, il y a des interventions, j'ai 3 interventions dans le premier et 3 interventions dans le deuxième sur le Caucase du Sud, la géopolitique au Caucase du Sud, les relations avec différents pays, l'Iran, Israël, etc. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien Zoom que je pourrais communiquer à Anne, et vous inscrivez et vous pourrez suivre la conférence. Je ferme la parenthèse. Donc, solitude stratégique, puisque même si on se dit que finalement, il y a une alliance avec l'Arménie d'un côté et la Biélorussie de l'autre, pour vraiment prendre les deux peut-être plus proches, évidemment, lorsqu'on se place dans une logique de rapport de force avec l'OTAN, vous comprenez bien que ça ne va pas changer grand-chose dans l'équilibre des forces. C'est quand même la Russie qui reste le poids lourd militaire. Si vous rajoutez l'Arménie et la Biélorussie, évidemment, ça ne va pas changer grand-chose de ce point de vue-là, outre que ça va apporter quand même la profondeur stratégique à la Russie avec le territoire biélorusse, surtout vis-à-vis de Kaliningrad. Mais sorti de là, ça ne va pas peser bien lourd. Donc une solitude stratégique dont ils sont tout à fait conscients, mais qui est assumée, et qui rend d'autant plus nécessaire, à mon avis, vu de Moscou, cette posture très ferme et très intransigeante vis-à-vis surtout de l'Occident. Souveraineté politique, souveraineté économique et industrielle. Ça, c'est aussi très important. On a parlé des sanctions tout à l'heure. Lorsqu'on lit le texte, on peut se dire même qu'il y a certains relents un petit peu d'autarcie dans ce texte, même si jamais, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Les Russes sont conscients qu'il y a des secteurs industriels, des niches sur lesquelles ils ne pourront pas faire sans l'apport de technologies extérieures, qu'elles soient occidentales ou asiatiques, que ce soit japonais, chinois ou que sais-je. Mais, une fois de plus, il ne faut pas oublier que c'est un texte qui explique ce sur quoi il faut tendre. Quel est finalement l'objectif recherché? C'est ne plus être dépendant, ne plus être vulnérable à l'égard de partenaires extérieurs qui peuvent exercer sur vous des pressions parce qu'ils ont sur vous un avantage technologique ou parce qu'ils vous prêtent une technologie ou parce qu'il y a un partenariat qui est un petit peu asymétrique qui fait que le moment venu, pour un différent politique, à travers le levier économique, ils peuvent vous amener
à changer votre posture et finalement à vous incliner, ou en tout cas à un compromis qui n'est pas forcément estimé comme étant dans votre intérêt. Et ça, en fait, c'est quelque chose, une situation dans laquelle il ne veut surtout pas se retrouver. Un des premiers, je dirais, au plan économique, signal d'alarme, ça a été la crise économique mondiale 2008, financière 2008-2009, vous vous souvenez peut-être, ce qui est parti des États-Unis avec l'effondrement de banques qui était complètement toxique, hein, et qui s'est diffusé par vagues dans l'économie mondiale, alors, au niveau financier d'abord, puis ensuite dans ce qu'on appelle l'économie réelle. Et en 2008-2009, la Russie a été très, très lourdement touchée par cette crise économique, sauf que pour maintenir à flot le niveau de vie des Russes, eh bien, l'État a dû complètement réinjecter, a dû injecter dans l'économie des centaines de milliards de dollars qui a été patiemment accumulés dans la décennie 2000 en vendant du pétrole et du gaz. Ils avaient une cagnotte, plusieurs centaines de milliards de dollars qui avait été un coussin, un matelas, si vous voulez, qui avait été accumulé et qui a été complètement déplumé pour maintenir à flot l'économie du pays. Là, ils se sont dit finalement une trop grande intégration économique avec l'Occident, dans le système libéral globalisé occidental, c'est finalement pas forcément une si bonne idée que ça. En tout cas, il faut diversifier, il faut essayer d'équilibrer, parce que quand ils font n'importe quoi en face avec des banques et de la spéculation, bah nous, on peut s'en prendre plein la figure. Donc là, il y a une première prise de conscience qu'il faut essayer d'équilibrer. Ça a été le début d'un processus assez long, assez poussif de ce qu'on peut appeler la nationalisation des élites économiques, c'est-à-dire qu'à partir de là, il y a tout un discours politique. Vladimir Poutine est le principal, évidemment, acteur à expliquer aux oligarques russes, mais pas seulement, aux sociétés, aux conglomérats russes détenus par ces oligarques, qu'il fallait localiser investir d'abord en Russie, localiser les comptes en banque plutôt en Russie qu'à Chypre ou à je ne sais où, aux États-Unis, etc. Investir en Russie, parce que de toute manière, il n'y a rien qui vous dit que vous ne serez pas sous sanction demain pour telle et telle raison. Et surtout parce que vous voyez bien que cette crise économique, ça prouve que ce système n'est pas parfait et que vous pouvez aussi perdre beaucoup de votre richesse. Donc, vous pouvez plutôt investir dans le pays. Et ça, une fois de plus, la crise de 2014, la crise ukrainienne avec les vagues de sanctions sur les oligarques proches de Vladimir Poutine, est venue quelque part un peu accréditer ce que Vladimir Poutine disait depuis quelques années avant, relocaliser en Russie parce qu'on ne sait jamais, etc. Puisque ces gens se sont retrouvés sous sanctions, ils ont leurs actifs qui ont été gelés, les comptes en banque gelés, etc. etc. Ils ont perdu parfois le contrôle de leur société dans le cadre de ces sanctions avec l'extraterritorialité du droit américain. Enfin, voilà, je vous passe les détails. Et donc, c'est rentré un peu dans cette logique-là de finalement se prémunir contre ces chocs économiques extérieurs. Et ça, il y a aujourd'hui un autre élément qui vous dit que la Russie est toujours dans cette logique de préparer cette carapace et d'absorber un prochain choc économique, c'est qu'aujourd'hui, elle thésaurise, elle accumule des stocks. Et notamment, je parlais du fonds de réserve de la Banque centrale russe. La Banque centrale russe, une vraie banque centrale, dans le sens où elle a politique monétaire, les taux de change, etc. Mais elle a surtout accumulé des réserves. Aujourd'hui, c'est un record, on a un record historique, puisqu'au mois d'octobre, il y avait 621 milliards de dollars de cash dans la Banque centrale russe. Sachant que ces réserves-là sont en voie de dédollarisation, c'est-à-dire que les Russes vendent des dollars, ils achètent de l'euro, ils achètent du chinois, ils achètent du yen, etc. Mais surtout beaucoup d'or, il y a plus de 2000 tonnes d'or en stock. Donc ils ont des réserves, ces réserves sont considérées comme un gage de souveraineté. La dette publique extérieure de la Russie aujourd'hui, c'est, après le Covid, un petit peu moins de 20% de la richesse du pays, donc largement couvert par ces réserves-là. C'est-à-dire si demain, il y a un créancier qui vient et qui dit là aussi, il faut payer, il va être en mesure de pouvoir tout solder, de ne pas être tenu par un créancier, par des dettes qu'on accumule. Je crois qu'en France, on a passé les 120% d'endettement. Là, en Russie, évidemment, ça leur rappelle, ça, c'est une situation dans laquelle ils peuvent se retrouver, c'est la situation dans laquelle ils étaient dans les années 90-2000, quand auprès du Club de Paris, ils avaient des dizaines de milliards de dollars de dettes qu'on leur avait prêtées. Donc, une fois de plus, dans cette logique de souveraineté que je vous évoquais, c'est quelque chose qui est perçu comme étant néfaste. Et l'idée, c'est d'être en capacité de faire face à ces chocs économiques avec ces réserves-là. D'ailleurs, bon, tout ce que je vous dis, c'est évoqué, moi, je ne vous cite pas le nom des articles, mais tout ceci est évoqué évidemment dans ce texte-là. Et c'est d'autant plus frappant que pendant la crise du Covid, en dépit de ce qu'on peut imaginer comme conséquences économiques, les pouvoirs publics, finalement, sont restés très, très chiches. Quand vous prenez l'ensemble des mesures anti-crise dans le contexte sanitaire, c'est même pas 5% du PIB, c'est 4 et quelques.
Je crois qu'en France, on est autour plutôt de 10. En Union européenne, en gros, on dit que c'est 10% du PIB qui était réinjecté dans l'économie pour relancer, etc. Quand vous prenez à la fois mesures anti-crise et plan de relance, c'est 4%. C'est-à-dire que ça vous dit aussi que cette crise a été prise au sérieux jusqu'à un certain niveau, mais pour autant qu'il n'y a pas eu d'alerte forcément comme on a pu l'avoir ici, en tout cas avec ce qu'on appelait l'hélicoptère à argent, à billets. Là. Ça, il n'y en avait pas. Il y a aussi une raison plus objective, c'est que quand vous prenez la structure économique de la Russie, l'État, c'est 56% de l'économie russe. C'est une État qui est largement étatisée, avec des conglomérats qui sont immenses. Et les ETI, PME et TPE, c'est même pas 20% du PIB, c'est 17%. Or, c'est elles qui sont les plus vulnérables dans le cadre économiquement dans le cadre de ces crises-là, puisque vous saviez qu'en France, les PME ont été largement aidées, etc. Là-bas, évidemment, non. On a compté sur leur résilience ou sur le fait que cette crise allait un peu purger celles qui étaient trop faibles pour survivre. Mais c'est les grands conglomérats, puisque c'est eux qui sont structurels dans l'économie russe, qui, eux, ont reçu des remises d'impôts, de ce que vous pouvez imaginer pour encaisser le choc, j'allais dire. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas tenu à déplumer, alors qu'ils ont de l'argent, alors qu'il y avait des échéances. À la fois, je vous ai parlé du référendum tout à l'heure, mais on a eu des élections législatives en septembre en Russie. On s'attendait à ce que, comme à la veille de chaque élection, on lâche un peu d'argent. Il y a un peu d'argent qui a été lâché, effectivement, des primes pour les anciens combattants, des primes, des allocations pour les familles qui ont des enfants au-delà de 7 ans, ils ont touché un petit pécule. Mais finalement, c'est rien, c'est du saupoudrage, alors qu'ils ont énormément d'argent. Et donc ça, c'est parce que c'est perçu comme un gage de souveraineté sur lequel on va pas puiser, puisqu'il faut se préparer à des lendemains difficiles. Hein. Ils ont accusé le choc économique de 2008-2009. Il y a eu ensuite, évidemment, les conséquences de la crise ukrainienne 2014-2015 avec les sanctions, contre-sanctions, etc. La valeur du rouble a dévissé de 40%. Donc, je vous laisse imaginer en termes de pouvoir d'achat, surtout pour les Russes qui aimaient bien aller à l'étranger, perdre 40% de la valeur du rouble, ça change complètement la donne. Évidemment, ça a pesé. Le baril qui a complètement dévissé sous niveau en 2016, le baril de Brent s'échange à 22 dollars. Alors ça, évidemment, pour les économies comme l'économie de la Russie, qui a un budget fédéral qui est indexé sur l'hypothèse d'un prix d'un baril lorsqu'on construit un budget, chaque année, hein, ils mettent une hypothèse sur le prix du baril pour construire le budget fédéral pour 3 ans en général. Hein. Donc là, on est sur 2021, 2022, 2023. Par exemple, le budget est construit sur 45 dollars, 46 dollars et 47 dollars en gros, si vous voulez. Aujourd'hui, le baril est à 83 ou 85. Donc là, il dégage chaque fois des bénéfices, au contraire. Et donc, ces bénéfices-là, au lieu de les réinjecter dans l'économie pour forcément la développer, ils préfèrent thésauriser, accumuler des réserves, ils réinjectent qu'une infime partie, et donc ils brident un peu la reprise, parce qu'avec tout cet argent qui dégage l'exportation, ils pourraient injecter des milliards dans l'économie, et donc accompagner la reprise, et on ne serait pas avec 3% de croissance aujourd'hui, mais on serait peut-être à plus, mais ils ne le font pas, parce qu'ils sont dans une logique plutôt d'austérité budgétaire, une logique d'orthodoxie budgétaire, qui est plutôt celle de la Banque centrale que celle du ministère de l'économie et des finances d'ailleurs. Mais ils sont plutôt sur la retenue et sur de la sobriété budgétaire. Bon, on parle de moderniser les bases industrielles. Alors, les bases industrielles, c'est tout ce qu'on peut imaginer, mais évidemment, il y a l'accent qui est mis sur le complexe militaro-industriel, ça s'appelle le VPK en Russie, ou OPK, comme on veut. Ça, évidemment, dans cette logique à la fois de militarisation de la politique étrangère et de durcissement des rapports avec la communauté euro-atlantique, c'est que, très brièvement, l'armée russe, quand même, malgré tout, importer certains composants ou certains matériels qu'il achetait auprès d'armuriers étrangers ou d'industriels de défense étrangers jusqu'à la crise ukrainienne. Par exemple, un cas très concret, l'industriel français, que c'est tous Thales, exportait en Russie des caméras thermiques pour les tanks. Hein, donc les tanks russes, ce n'est pas les tanks pour l'export, c'est les tanks pour l'armée russe, c'était équipé de caméras thermiques françaises, ça s'appelle les Catherine. C'est des choses qui ont complètement arrêté de fonctionner après la crise ukrainienne, puisque les sanctions et contre-sanctions et interdiction de vente du matériel militaire ou à usage potentiellement dual vers la Russie, ça a été arrêté. J'ai dit que la Russie avait acheté des Mistral à la France, les Russes achetaient des drones aux Israéliens, il y a eu 2 lots de drones qui ont été achetés. Ce pas des drones d'attaque, c'était des drones d'observation, pour filmer, prendre du renseignement, etc. Après, il y a des composants, des centrales inertielles, des choses comme ça qui peuvent être achetées à l'étranger ou dans une logique de réexportation vers un marché tiers. Alors ça, après, ça peut éventuellement se soustraire à certains niveaux de sanctions. Par exemple, aujourd'hui, en cas concret dans ce marché vers un marché tiers, c'est un cas vraiment très particulier, donc ce n'est pas forcément un bon exemple, mais je vous le donne quand même. Les Russes construisent des frégates qui étaient d'abord destinées à leur marine. Ils ne peuvent plus forcément aujourd'hui les absorber parce qu'ils n'ont pas les turbines à gaz pour les propulser, parce que ces turbines à gaz sont construites
en Ukraine. Donc, on imagine bien que les Ukrainiens n'ont pas moins de turbines à gaz aux Russes pour faire des frégates russes, ils ne sont pas fous à ce point-là. Par contre, ces frégates ont été revendues à l'Inde. Les Ukrainiens ont dit bon, on va livrer les turbines à gaz aux frégates russes construites dans un chantier naval russe pour les exporter à l'Inde. Là, ils n'auront pas de sanctions, puisqu'après tout, c'est matériel militaire. Ça va se soustraire aux sanctions, mais l'OFAC ne va pas les ennuyer, parce que, évidemment, là, on est dans un cas très particulier. Mais évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus le sujet. Dès le contrat Mistral, les Russes avaient dit que c'est la dernière fois qu'ils n'achèteraient plus de matériel sur étagère, ce serait fini, qu'ils veulent véritablement indigénéiser les composants et les plateformes, quitte à avoir des choses assez imparfaites sur certains segments. Il y a des segments, au contraire, qui ont des choses très performantes, même plus performantes que ce qu'on peut faire en Occident, avec ce qu'on appelle des niches d'excellence, sur notamment la guerre électromagnétique, les systèmes de défense antiaérienne, etc. Mais sur certains autres éléments, ils sont évidemment à la traîne. Cela dit, au bout maintenant de pratiquement 10 ans de cette politique de localisation, de substitution aux importations, avec un suivi de quel pourcentage de substitution aux importations on est aujourd'hui, ils arrivent à quand même maintenant à livrer du matériel qui est national, qui est russe, et ne pas être dépendant donc de prestataires ou de fournisseurs étrangers. Donc là aussi, deux exemples, je parlais des turbines à gaz. Aujourd'hui, ils sont capables, ça y est, maintenant de produire leur propre turbine à gaz pour des plateformes de surface d'assez gros tonnage, comme des frégates, des grosses frégates. Avant, ils achetaient aux Ukrainiens. Maintenant, ils ont produit leur propre turbine. Le nouveau défi, maintenant, ça va être la cadence et le nombre de turbines que vous livrez chaque année. Aujourd'hui, ce n'est pas assez. Ils ne peuvent pas faire plus de 2 ou peut-être 3 frégates par an. Donc, c'est assez peu. Peut-être que pour un pays comme la Russie, c'est suffisant. Ça dépend des objectifs que vous vous assignez. L'autre exemple, c'est les drones, que j'ai évoqué un petit peu auparavant. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'industriels russes, publics comme des entreprises privées assez jeunes et assez dynamiques, qui produisent des drones 100% russes, et plus seulement des drones d'observation plus petits, plus légers, avec plus d'endurance, mais maintenant, c'est des drones d'attaque. Qui sont évidemment plus lourds, plus imposants, plus massifs, qui vont rentrer, qui vont être livrés à l'armée. Déjà, il y en a certains qui sont au stade prototypaire, mais vous en avez certains qui vont déjà pouvoir qui ont été testés en Syrie et qui vont rentrer, être livrés donc en lot à des unités de l'armée. Et ça, c'est quand même un grand pas en avant, parce qu'en termes d'avantages sur le champ de bataille, c'est quand même assez évidemment intéressant. Mais typiquement, ils ne voulaient pas, c'était hors de question pour eux sur ce créneau-là d'acheter chinois, alors que les Chinois ont ce type de matériel depuis très longtemps. Ils en vendent aux Égyptiens, ils en vendent à qui vous voulez, mais les Russes n'ont pas voulu céder à la facilité. Ce n'était pas forcément dit que les Chinois auraient un partenaire facile, ils leur auraient vendu gratuitement, en quelque sorte. Ils ont préféré eux-mêmes forger leur propre matériel. Ça a pris du temps, hein. Mais bon, vous voyez qu'en France, nous, on a américain, on a du Reaper, on a je ne sais plus lequel, et chaque fois qu'on veut engager les drones dans des opérations, il faut demander avant aux Américains pour engager du Reaper, pour aller droner je ne sais quel chef au Tchad ou je ne sais où. Il faut toujours d'abord demander aux Américains l'engagement, etc., etc. Ça, évidemment, pour les Russes, c'est hors de question. On ne va pas demander autorisation à quelqu'un d'utiliser tel matériel. C'est à nous, on est souverain, on utilise si on veut. Il y a d'autres exemples, mais je ne vais pas me perdre dedans. Souveraineté donc économique industrielle. Sur la souveraineté bancaire, ça aussi un exemple concret qui vous parlera. Vous savez qu'ici, comme ailleurs, on utilisait au réseau de cartes de crédit Visa ou Mastercard. En gros, quand vous demandez une carte de crédit à la banque, on vous dit vous voulez Visa ou Mastercard, vous choisissez, vous avez un porte-clés, un truc, etc. Bon. En Russie, on vous demande aussi Visa Mastercard, mais ils ont créé leur propre système de flux bancaire qui s'appelle le système MIR, M-I-R, comme la station MIR à l'époque. Dès la mise en place des sanctions, pour être là aussi autonome si on décide, dans le cadre de sanctions, mais alors ce serait vraiment très très grave, de couper la Russie du système Visa Mastercard, un système américain. Un Visa, ça passe par New York, les échanges, notamment. Et si demain, dans le cadre d'une crise, mais alors, ce sera vraiment très grave, parce que politiquement, ce sera un signal dévastateur, de dire on coupe la Russie du système SWIFT et du système Visa. Ils ont un système de rechange à eux qu'ils ont mis au point, et qui commencent d'ailleurs à exporter. Ils l'ont exporté, ça ne va pas vous surprendre. Il y a des accords signés en ce sens-là, notamment avec la Turquie. C'est que la Turquie aussi est une situation très délicate dans ses rapports avec les États-Unis, je ne vais pas m'étendre, mais il y a eu des menaces de sanctions sur la Turquie, elle est tombée sous le coup de certaines sanctions sous Trump, et les Turcs pensent qu'il est bon de se prémunir contre futures tensions qui déboucheraient sur, là aussi on pourrait les couper du système de bancaire international. Et donc là, les Russes mettent en place avec les Turcs, notamment à travers MIR, pour que ça puisse fonctionner en cas de coup dur. Bon, là aussi, logique donc de souveraineté. Et enfin, dernier point qui me paraît intéressant, c'est la souveraineté culturelle. C'est quelque chose qui est très, très présent dans le texte et qui fait référence à ce que je vous disais tout à l'heure sur la réforme de la Constitution de 93
Et ce qu'on a pu lire dans le projet de réforme de cette constitution, qui allait au-delà du mandat de Poutine jusqu'en 2036, hein, on va, si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il considère que la société russe est exposée à toute une série d'opérations psycho-informationnelles, de déstabilisation, dont la jeunesse est la principale cible facile, etc. Bon, très bien. Partant de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le document met en avant toute une série de valeurs à la fois culturelles, mais aussi spirituelles, qui sont censées faire consensus dans la société russe, et c'est assez largement le cas, il faut bien le dire, hein. Des thèmes qui sont fédérateurs, donc ça va être évidemment le thème de la famille. Ça, c'est quelque chose qui est assez sacré en Russie, mais la famille au sens, j'allais dire, entre guillemets, traditionnel du terme, hein. Donc, c'est pas parent 1 et parent 2, c'est le père, la mère. Les histoires de genre, c'est quelque chose qui est complètement inaudible en Russie, hein. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas vocation, pas voix au chapitre. Et évidemment, tout ce qui a trait à la spiritualité, hein, donc le respect du religieux, pas de tension, éviter évidemment de tout ce qui est les vexatoires au niveau spirituel et religieux, les tensions interconfessionnelles, c'est évidemment ça à proscrire, mais c'est des thèmes que vous retrouviez, qui n'étaient pas forcément présents, en tout cas pas aussi, de manière aussi puissante dans la constitution d'avant. Là, dans la nouvelle constitution, vous avez maintenant référence à la famille, référence à Dieu, à la religion, etc., aux valeurs traditionnelles. Tout ceci était gravé dans le marbre dans la nouvelle constitution. Et le document, il fait largement écho à tout ceci en expliquant que ce sont évidemment des éléments fédérateurs dans la société russe, une espèce de creuset, si vous voulez, dans lequel tout le monde se retrouve, ce qui est vrai, et des valeurs qui font consensus, là, dans une logique évidemment de consolidation de l'édifice face à ces menaces que j'évoquais auparavant, face aux menaces qu'on estime lire même en interne dans la société russe, les sujets qui sont extrêmement sensibles et pratiquement sacralisés, comme la Deuxième Grande Guerre patriotique. Alors, la Deuxième Grande Guerre patriotique, c'est la Deuxième Guerre mondiale en Russie. On appelle la Deuxième Grande Guerre patriotique, la première étant la guerre contre Napoléon en 1812. Donc, Deuxième Grande Guerre patriotique, là aussi, sujet de consensus, mais au-delà de la Russie. Puisqu'à l'époque de l'armée soviétique, vous avez des gens qui venaient du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, d'Azerbaïdjan soviétique, etc., qui sont tous partis au front se battre contre les nazis. Il y a tout le monde dans sa famille qui a eu un grand-père, voire les deux grands-pères, voire je ne sais qui est mort au front, qui a été déporté, etc. Ça, c'est dans toute la famille en Russie, vous avez ça. Il y a des épisodes, donc Stalingrad évidemment, mais aussi le blocus de Leningrad qui sont aussi sacralisés. Et ça, ce sont des sujets qui font consensus. Et il y a une crispation autour de ces sujets aujourd'hui, puisque désormais, toute tentative, évidemment, de relire, de revisiter ça peut être considérée comme du révisionnisme. Et donc, vous tombez sous le coup de la loi contre l'extrémisme, et donc vous êtes au pénal. On ne peut pas, aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qui, à mon avis, qui procède du processus que je vous ai expliqué tout à l'heure de serrage de vis, cette confrontation avec la communauté euro-atlantique notamment, hein, puisque il y a des divergences de vues sur le rôle évidemment de l'armée rouge en Europe centrale ou orientale. Est-ce que c'est libérateur ou est-ce que c'est occupant? Vous savez évidemment les ambivalences avec les pays baltes, avec les divisions SS, etc., de Roumanie aussi. Enfin, vous voyez, il y a tout un pan de l'histoire évidemment qui est une fois un sujet toxique. Mais en Russie, ce sont des sujets qui sont sacralisés, qui sont maintenant entérinés à la fois dans la Constitution, mais on reparle ici, mais qui sont des sujets fédérateurs. Je veux dire, vous faites un sondage en Russie à n'importe quel moment de l'année sur n'importe quel échantillon de population, prenez le thème religieux, la famille, la religion, la famille traditionnelle, l'enfance, c'est des choses qui sont consensuelles. Donc, une fois de plus, c'est une logique de consolidation de cet édifice. Alors, ce qui me paraît intéressant, quelque part, pour conclure, puis après je prendrai les questions, j'ai un petit peu débordé, c'est que moi, je considère que ce document, c'est un document de synthèse entre différents cercles de pouvoir qui sont autour du Kremlin ou qui sont dans le Kremlin. Vous savez qu'on a tendance à voir les choses de manière assez monolithique, hein, sur le pouvoir en Russie. Le pouvoir est concentré au Kremlin, ça a toujours été comme ça, à l'époque soviétique, à l'époque tsariste, c'était à Saint-Pétersbourg, mais il n'y a pas de ventilation, si vous voulez, forcément de contre-pouvoir. Mais il y a, partant de ce constat-là, des cercles d'intérêts qui s'affrontent autour de ce pouvoir central pour faire valoir leurs intérêts et que les arbitrages soient tranchés en leur faveur. Ça, il y a souvent une image qui est faite, c'est on dit que, que le Kremlin, bon, peut-être à Moscou, je ne sais pas, mais vous avez donc les remparts avec plusieurs tours autour du Kremlin, hein, et on dit que le Kremlin a plusieurs tours et que chaque tour, finalement, ça incarne quelque part un intérêt, un centre d'intérêt, un lobby, etc. Bon, c'est pour vous dire que il y a plusieurs centres d'influence et vous retrouvez dedans finalement des gens qui ont réussi à faire valoir à assez haut niveau, me semble-t-il,
leurs intérêts, leur point de vue, ce qu'ils estiment être leurs intérêts ou leur point de vue. Vous retrouvez évidemment le lobby religieux, je vais vous l'expliquer. C'est quelque chose qui est monté en puissance depuis 20 ans, avec le retour du religieux en Russie après l'URSS. Vous savez qu'il y avait évidemment pas question de religion, parce que pas la même religion. Lobby du religieux qui est revenu et qui là culmine, puisque maintenant on retrouve des paragraphes, des aspects qui étaient complètement avant absents. Enfin, c'était accepté, les gens avaient leurs pratiques, etc. Mais sauf que maintenant, vous retrouvez ça gravé dans la Constitution et vous retrouvez ça dans les documents stratégiques de très très haut niveau. Donc, c'est des gens qui ont, à la faveur de ce qui s'est passé depuis ces dernières années, et notamment des tensions avec les Occidentaux, réussi à pousser leur pion, à pousser j'allais dire, leur influence dans l'espace public de plus en plus. Mais ça accompagne après un phénomène qui est vrai, c'est que les Russes sont quand même très, très religieux. Vous voyez on se promène parfois, les fréquentations des monastères et des églises, il y a toujours des gens dedans, ce n'est pas des lieux où tristouner, etc. C'est des lieux très, très vivants. Donc, si vous voulez, il y a ça. Il y a évidemment le complexe militaro-industriel, les industrialistes, on retrouve dedans des choses qui me font penser qu'ils sont aussi été consultés et on a fait remonter leurs intérêts. Vous retrouvez ensuite tous ceux qui sont plutôt les technocrates, comme l'actuel Premier ministre. L'actuel Premier ministre qui s'appelle Michoustine, donc celui qui a remplacé Medvedev. C'est quelqu'un qui a complètement reformé le fisc en Russie, qui a fait aujourd'hui l'institution fiscale, aujourd'hui le fisc est une institution fonctionnelle qui prélève l'impôt, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les années 90 et 2000. Aujourd'hui, elle est très efficace, elle a été largement digitalisée. La Russie, de manière générale, est bien plus digitalisée, l'économie russe est bien plus digitalisée que l'économie française. Ça, on s'en est vraiment rendu compte pendant la pandémie. Ça a sauvé une grande partie des entreprises, y compris des très grosses entreprises comme les retailers, du naufrage, puisque les gens pouvaient continuer de consommer, d'acheter en ligne, et c'était livré en une demi-heure au pied de votre porte. En tout cas sur une ville comme Moscou, qui est extrêmement bien dotée et servie, mais également dans des villes de région. On voit qu'ils sont dans les technocrates. Mishustin est réputé être féru de haute technologie, justement de digitalisation, etc. Donc, on peut penser que c'est lui qui a réussi à faire valoir certains éléments de ce document. Il y a évidemment ce qu'on appelle les siloviki. Siloviki, c'est les structures de force. Donc, c'est tout ce qui est les hommes en uniforme. Ça va être le ministère de la Défense, ça va être le FSB, ça va être tous les organes de force qui sont très nombreux en Russie, qui évidemment occupent évidemment un grand pan. On voit qu'ils ont vraiment bien fait valoir leurs intérêts. Ils n'ont pas eu grand-chose à faire, à mon avis. De toute manière, ils ont la main haute sur le prise de décision depuis 2014, depuis la crise ukrainienne. Ils ont vraiment réussi à peser dans le processus de prise de décision à très haut niveau. Donc voilà, on voit que c'est un compromis, finalement, une synthèse un petit peu entre ces différents cercles d'intérêt, des gens qui voient les choses chacun un peu à leur manière, mais qui s'entendent effectivement sur cette notion de souveraineté. En conclusion, on peut dire qu'on est dans un document qui, à mon avis, illustre bien ce que j'appelle le phénomène d'embastionnement de la Russie, un repli sur soi, un embastionnement à la fois économique, un embastionnement militaire aussi. Je vous ai un peu parlé de certains systèmes d'armes très, très rapidement, mais lorsque vous avez entendu parler de ces fameuses bulles, vous savez, les bulles de déni d'accès A2, AD que les Russes bâtissent à Kaliningrad, en mer Noire, en Syrie maintenant, c'est, je dirais, la concrétisation sur le terrain un petit peu de tout ça. Ils critiquent le fait que les Occidentaux, je dirais, apposent un cordon sanitaire, mais quelque part, ils contribuent à ce cordon sanitaire en créant aussi des infrastructures militaires en réponse, ce qu'ils estiment en réponse évidemment à la poussée des infrastructures euro-atlantiques, sécuritaires euro-atlantiques, mais en bastionnement, les grands principes de poutinisme qu'on retrouve quand même largement dans ce document. Le problème, si vous voulez, enfin un des défis à mon sens, c'est qu'en faisant un petit peu cette carapace, en s'embastonnant face à ce qui est perçu comme de la menace, il y a un risque finalement d'immobilisme et de stagnation économique peut-être, mais finalement c'est un risque qui à mon sens est accepté, puisque face au désordre international, les Russes prétendent incarner ce pôle de puissance que j'évoquais auparavant. Alors, ils comptent le bâtir autour de la Grande Eurasie, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais les projets géopolitiques de Vladimir Poutine, c'est l'Union économique eurasiatique et la Grande Eurasie, pour ne pas être marginalisé entre deux mégapôles que sont la Chine d'un côté en Orient et l'Europe en pôle démographique et économique en Occident. Donc eux, leur réponse, c'est finalement une espèce de troisième voie, donc ni Orient ni Occident, ni la Chine ni l'Europe, c'est d'être un petit peu autour de ce bastion eurasiatique construit avec des éléments que j'ai évoqués auparavant, une langue commune, une certaine culture commune qui reste, mine de rien, entre tous ces pays
d'Asie centrale, la Russie, le Biélorussie, etc. Donc, voilà un document qui illustre, à mon sens, les grandes tendances qui traversent aujourd'hui les élites politico-militaires russes et qui, voilà, j'espère qu'il vous a permis de prendre conscience, un peu de toucher du doigt cette réalité aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je serai ravi de répondre à vos questions.